merci aux courageux d'être venus pour la troisième séance. Je dois vous annoncer que ça va être de très loin la séance la plus pénible du cours. Je m'en excuse, mais j'y suis pour rien. La dernière fois, j'ai expliqué les arguments globaux qui montraient l'existence d'un morphisme entre les objets qui nous intéressent. Et maintenant, il s'agit de rajouter de la structure, de mettre plus de structure sur ce morphisme pour finalement démontrer dans le dernier cours que ce morphisme est en fait un isomorphisme. Bon, alors juste pour motiver un tout petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, je vais vous écrire une petite phrase. Je fais encore de la pub pour la correspondance Certate. Alors ça, c'est juste au cas où, à la fin du cours, vous allez détester les algèbres de Lie, parce qu'il va y en avoir partout aujourd'hui, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'il a vraiment raison, en fait. On doit tout pouvoir faire avec les algèbres de Lie pour ces représentations p-adiques, et le but de ce cours, c'est d'expliquer que c'est le cas, en fait. Mais bon, c'est essentiel quand même d'avoir un morphisme G équivariant entre les objets, parce que sinon, on ne peut rien faire. Donc, quelques rappels. On a notre extension finie L de QP, qui est le corps des coefficients. Tout se passe sur L. On a notre tour de Drinfeld, qui est tronqué. Là, donc la base 0, c'est deux copies du demi-plan. Tout se passe sur QP. Là, je les ai déjà descendus. Et j'ai ma représentation irréductible ρ de D étoile, l'algèbre de Quaternion, qui correspond à une certaine supercuspidale, petit pi, de caractère central trivial. Je pense qu'on devrait être capable de tout faire en fait avec un caractère central d'ordre fini et tout ça, mais je simplifie dans ce cours pour avoir vraiment des choses autoduales. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu qu'il existait une représentation V qui est de 2 rames, poids 0,1, enfin, j'ai plus besoin de dire ça, de rames de dimension 2 sur L, tel que si je regarde les vecteurs lisses du Banach attaché par Kolmez à V, ça c'est isomorphe à petit pi, ce qui entraîne en particulier que V est de poids 0,1. Et on a montré qu'il existait un morphisme du oméga 1 de sigma n, la partie ρ isotypique et le dual topologique de ça, vers pi de V1, qu'on va appeler phi. Donc G équivariant, non nul et continu. Donc ça, c'est tout ce qu'on a réussi à faire la fois dernière. Et la méthode était complètement globale. À ce propos, je tiens à faire une correction. Kolmez m'a fait remarquer que j'étais très optimiste quand j'ai dit la fois dernière qu'il suffirait de démontrer un énoncé plus faible que le théorème d'Emerton que j'ai écrit. Donc j'avais écrit le théorème d'Emerton sous la forme, je prenais les fonctions les fonctions continues sur cet espace X qui était donné par B bar étoile modulo B bar étoile de AF modulo Kp pour un certain sous-groupe Kp, une algèbre de Quaternion définie B bar et qui était non ramifiée en P. Donc on prenait ces fonctions-là et on prenait la partie tuée par un certain idéal maximal de l'algèbre de Hecke sphérique. Et j'avais écrit que ça c'est isomorphe à pi p, un certain nombre de copies de ça. Et j'avais prétendu qu'il suffisait de connaître l'existence d'une copie de ce pi p dans cet espace propre et le fait que cet espace propre était de longueur finie, ce qu'on sait démontrer de manière indépendante. Mais en fait, non, il ne suffit pas. Pour avoir l'existence de cette flèche, c'est crucial d'avoir cet énoncé raffiné. Et d'ailleurs, cet énoncé raffiné, c'est totalement impossible de démontrer si on l'écrit comme ça.
Il faut vraiment la version forte de la compatibilité d'Emerton. Mais on n'a pas besoin de l'argument de Langlands, elle a dit qu'en famille et tout ça. Alors, donc dans la suite, il va falloir faire un certain nombre de trafics parce que, comme j'ai expliqué plusieurs fois, ce morphisme n'a aucune chance d'être un isomorphisme. Donc il faut couper un petit peu là et un peu là pour le transformer en un vrai isomorphisme. Donc on va faire une définition. Pi crochet 0, désolé pour la notation, ça va être les vecteurs localement analytiques de pi de v modulo les vecteurs lisses. D'accord, donc j'ai expliqué dans le premier cours que ce genre de choses ne dépend pas du choix de V tant que les vecteurs lisses sont isomorphes à pi, ce qui revient juste à oublier la filtration de Hodge. Donc cet objet-là est censé être O de sigma n, rho dual. D'accord, donc je vais essayer de mettre les crochets pour signifier la torsion qu'il faut mettre. En particulier, pi de 2, ça va correspondre à oméga 1 sigma n rho dual, et ainsi de suite. Voilà, et donc maintenant, puisque pi crochet 0 dual vit à l'intérieur de pi de v1 dual, bien sûr, je peux composer avec le morphisme là-haut pour aller dans oméga 1 sigma n rho, plutôt avec la transposée de ce morphisme. Et je peux ensuite aller dans la cohomologie de 2 rames de sigma n partie rho isotypique. D'accord, donc je regarde la composée de tout ça. J'appelle ça, je ne sais pas comment, psi. Et on fait encore une transposée. Et donc on tombe dans pi crochet 0. Tous nos espaces sont réflexifs, donc il n'y a pas de problème à faire des doubles dualités et tout ça. Alors la fois dernière, j'avais expliqué que ça c'est juste la cohomologie de 2 rames à support compact de sigma n, que celui-là est lisse. D'accord? Et maintenant, vous avez un morphisme G équivariant de quelque chose de lisse dans pi crochet 0. Donc l'image va être contenue dans les vecteurs lisses de cet objet-là. Mais il n'y a pas de vecteur lisse ici. Parce que justement, vous avez obtenu pi crochet 0 en prenant les vecteurs analytiques de pi de v et en quotientant par les vecteurs lisses. Alors je suis d'accord, ce n'est pas un argument qu'il n'y a pas de vecteur lisse dedans, mais quand même, ce n'est pas la mort, on vérifie facilement qu'il n'y a pas de vecteur lisse dans pi crochet 0. Essentiellement, c'est parce que l'idéal engendré par l'algèbre de Lie est idempotent. OK, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la transposée de psi est nulle. Autrement dit, cette composée ici est nulle. Ce qui signifie que l'image de pi crochet 0 dual tombe en fait dans le noyau de cette flèche-là, qui est justement O de sigma n rho. Donc, on a une situation pi crochet 0 dual, G équivariant vers O sigma n rho. D'accord, qui est donné juste par la restriction de transposée de phi. Alors, il y a un petit lemme, c'est que ce truc-là est non nul. Alors, démonstration, ça c'est quand même très facile, sinon, il se factorise, sinon ça veut dire que la flèche qui est ici se factorise en fait par le quotient de ça par ça, qui est juste petit pi dual. Se factorise par petit pi dual vers O de sigma n, ou même oméga 1 sigma n rho. Mais on fait de nouveau le jeu. Ça, c'est dual de Lie, donc ça, c'est tué par l'algèbre de Lie. Et là, U+, qui est l'élément 0, 1, 0, 0, dans l'algèbre de Lie, est injectif. Ça, c'est trivial parce que, je vous rappelle que U+, c'est la dérivée des fonctions. Il n'y a pas de fonction sur sigma n dont la dérivée est nulle et qui se transforme selon ρ. Qui se transforme comme ρ selon l'action de D étoile. Donc, en fait, cette flèche-là est nulle. Et ça, c'est une contradiction parce que le morphisme de départ était non nul.
Morale de l'affaire, jusqu'à maintenant, on a un morphisme de pi crochet 0 dual dans O de sigma n rho qui est non nul, G équivariant, continu, et toute la suite du cours consistera à démontrer que n'importe quel morphisme comme ça est un isomorphisme. Ce qui finira la démonstration du premier théorème, et malheureusement je n'aurai pas le temps de vous expliquer la démonstration du reste, mais en fait tout se fait en même temps essentiellement. Donc une fois que vous avez le fait que ça c'est un isomorphisme, les ingrédients que je vais expliquer aujourd'hui et la fois prochaine qui sont mis dans la démonstration du fait que ça c'est un isomorphisme permettent aussi de démontrer tout le reste en ce qui concerne les filtrations et tout ça. D'accord? Donc dans la suite du cours, on fixe un morphisme grand F de pi crochet 0 dual vers O de sigma n rho qui est non nul et G équivariant. Et continue bien sûr, et le but des deux séances restantes c'est que F est un isomorphisme. Ah, c'est très bizarre parce que vous voyez bien que F, il dépend a priori du choix de votre V de départ. Mais j'avais expliqué dans le premier cours que cette représentation pi crochet 0 ne dépend pas du choix de la filtration. Donc a priori, vous avez vraiment un morphisme entre deux objets qui sont intrinsèques, qui ne dépendent que de ρ. Ceci étant dit, ce n'est pas clair à la fin que vous n'obtenez pas un tas d'isomorphismes distincts. D'accord? Parce que vous pouvez faire varier vos filtrations, et tant que vous avez des moyens globaux de créer des morphismes comme ça, vous pouvez en avoir plein. Et vous démontrez de cette manière qu'ils sont tous des isomorphismes, mais on démontre aussi à la fin que cet objet-là n'a pas d'automorphisme non triviaux en tant que GL2 de QP représentation, ce qui signifie que tous les morphismes que vous obtenez à la fin diffèrent par des scalaires, en fait. Bon, alors pour démontrer que n'importe quel morphisme comme ça est un isomorphisme, il faut vraiment se fatiguer un peu, parce que le problème, c'est que vous avez des objets qui sont assez gros de chaque côté. Alors là, ça se passe plutôt bien, parce que le Langlands p-adic a fourni suffisamment d'informations pour étudier cet objet-là. Là, ça se passe un peu moins bien, mais grâce à une observation vraiment géniale de Farg, si on sait munir ce morphisme, si on sait munir plutôt cet objet d'une structure de O de oméga module, tel que ce morphisme soit O de oméga linéaire, le morphisme va être automatiquement d'image dense, et ensuite on va combiner ça avec une observation géniale de Kolmez pour en déduire que le morphisme est surjectif. Alors quand vous savez que le morphisme est surjectif, vous êtes en bonne forme, parce que vous ramenez tout à de la cohomologie de 2 rames essentiellement, mais ça se passe plutôt mal parce que j'ai expliqué la dernière fois que vous ne maîtrisez pas tout à fait la cohomologie de 2 rames. Vous avez 2 copies de la supercuspidale, ou plutôt du dual de la supercuspidale qui se mettent dedans, mais vous ne contrôlez pas tout. Et en fait, la fin de l'argument est assez pénible, en tout cas beaucoup plus pénible que ce que j'ai fait comprendre à certains pendant un certain temps. Malheureusement, j'espère pouvoir y arriver, d'expliquer vraiment la fin de l'argument, mais c'est compliqué parce que le problème c'est qu'il faut tuer certains modules de Jacquet de chaque côté, et ça n'est nullement évident ni pour le Langlands p-adic ni pour l'autre. Je peux tricher parce que quand même Kolmez a fait du bon boulot dans Astéris, donc on peut utiliser tous les gros résultats de son papier, et avec ça on peut s'en tirer, mais ça c'est des trucs qui sont impossibles à expliquer dans un cours, donc je vais essayer de faire un peu autrement, je ne promets rien pour la suite. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de faute dans l'argument, mais quand même, la fin de l'argument va être beaucoup plus ardue que ce que je pensais au début. OK.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour aujourd'hui, le but d'aujourd'hui sera de construire un diagramme du type suivant. Donc, on aura pi crochet 0 dual, notre morphisme f, O de sigma n rho. Ici, vous avez la dérivation vers oméga 1 sigma n. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va construire un analogue de ça entièrement du côté des Figama modules. Et on va appeler ça pi de 2 dual. D'accord? Donc il faut que je vous explique aujourd'hui la construction de cet objet-là et d'une flèche petit d qui rend ce diagramme commutatif. Et donc ça, c'est une chose. Et seconde chose, munir les objets à gauche de structure de O de oméga module tel que f soit linéaire. Et la prochaine fois, je vais expliquer comment ces structures supplémentaires combinées avec un jeu sur les tours de Lubin-Tate et Drinfeld permettent de démontrer que f est surjective. Et bon, je vais faire ensuite des trucs. Mais ça, c'est pour aujourd'hui. Et donc, le point fondamental pour cette affaire, c'est l'action de l'algèbre de Lie, en fait, sur les deux objets. C'est pas très surprenant parce que, comme j'ai expliqué plusieurs fois, ça c'est juste la flèche qui a une fonction f à ceci moins f' de z dz. Autrement dit, c'est moins u, c'est moins u plus de f dz. D'accord? Donc la flèche de dérivation ici, elle est décrite purement en termes de l'action de u+, le truc unipotent. Donc vous vous doutez bien qu'ici, il va y avoir le même opérateur qui va jouer un rôle, et que l'essentiel, ça va être de comprendre en fait l'action de u+ de chaque côté. Ça, c'est un truc. Donc, pour faire ça un peu plus clairement, ce qui se passe, c'est que vous avez une trivialisation de oméga 1 de sigma n. Vous l'écrivez comme ça. Et, bien sûr, l'action de G maintenant sur f des z. Vous faites le petit calcul et vous tombez sur la formule suivante. Gf dz. D'accord? Et ici, G, c'est ABCD, un élément du groupe G qui est GL2 de QP. Donc, ce qu'il faut donner un sens aujourd'hui, c'est donner un sens à cet objet-là, du côté des Figama modules. Donc, il faut construire sur pi 0 dual une multiplication par A moins CZ moins 2. Il faut donner un sens à cette chose-là. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'espace vectoriel topologique, c'est vraiment la même chose, quoi. La seule chose qui change, c'est l'action du groupe G, mais ça revient juste à faire une torsion par quelque chose, par un cocycle. Donc, finalement, pi crochet 2 dual, ça va être en tant qu'espace vectoriel topologique simplement celui-là, et on va tordre l'action du groupe. Alors, pour ça, il faut des Figama modules. Et il faut vraiment savoir comment on construit ce pi de V. Et ce n'est pas très surprenant parce qu'on utilise vraiment des propriétés assez fines liées aux représentations de De Rham. Donc c'est vraiment crucial d'avoir des représentations de De Rham dans l'affaire. Donc il faut connaître quelque chose sur ce pi de V. Alors, donc Figama module. Alors je vais commencer juste par le minimum syndical. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a notre représentation V de De Rham, qu'on a fixée. Alors, on sait par l'équivalence de catégorie de Fontaine qu'elle correspond à un certain Figama module, disons, entier, d'accord, sur un certain anneau, plutôt sur un certain corps, que Fontaine appelle E, donc sur E, un Figama module, étal.
Ceci étant dit, quand on s'intéresse plutôt à l'action de l'algèbre de Lie, on veut travailler plutôt sur l'anneau de Roba, donc il faut faire la manipulation usuelle qui consiste à passer par le théorème de Charbonnier-Kolmez de surconvergence, descendre cet objet en quelque chose de surconvergent. Je ne rappelle pas ce que sont ces deux objets parce que je ne m'en servirai pas en fait. Je vais rappeler l'anneau de Roba et ses propriétés essentielles parce que c'est celui-là que je vais utiliser. Et donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est passer à l'anneau de Roba. Donc vous avez quelque chose que je vais appeler simplement dRig. Donc c'est dRig de V. Et c'est l'anneau de Roba, tenseur, avec ce D dagger. Et le passage entre tous ces objets-là ne perd pas d'information. Toute l'information qui était contenue dans V, vous l'avez dans D de V, dans D dagger de V, dans D rig de V. Donc dans la suite, on va oublier simplement tous les autres et on va se concentrer sur ce D rig. L'avantage de ce D rig étant bien sûr que l'action de gamma se dérive là-dessus. Non, bien sûr, on peut tout simplement le définir comme ça. Par contre, si on veut savoir que toute l'information de V est contenue dans des rigs, il me semble qu'il faut quand même utiliser certains résultats. Je mets tout le monde parce que de toute façon, à chaque fois quand je mets un seul nom, je me fais taper dessus. Donc maintenant, je préfère mettre tout. C'est plus sûr. Bon, je supprime. Voilà, c'est fait. OK. Donc, qu'est-ce que c'est l'anneau de Roba ? C'est la limite inductive des anneaux de fonctions analytiques sur des couronnes près du cercle. Donc ça, c'est vraiment les fonctions analytiques. Sur la couronne R plus petit ou égal à la valeur absolue de t, strictement plus petit que 1. Et t, ici, c'est vraiment la variable. Mais vraiment, quand on va faire le lien avec la théorie du B de Ram et compagnie, ça va être Teichmüller de epsilon moins 1, c'est-à-dire je vais fixer une fois pour toutes une suite compatible de racines de l'unité. Je forme la suite usuelle epsilon et je décide que t, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce dRig ? C'est un R module libre de rang 2, plus des actions semi-linéaires de phi, un certain opérateur de Frobenius, et de gamma, qui est le groupe de Galois de QP cyclotomique sur QP, que je vais identifier dans toute la suite avec ZP étoile via le caractère cyclotomique. D'accord ? Je ne vous rappelle pas de la manière exacte dont dRig est défini. Il y a des anneaux de période. Non, je vais mettre L, l'anneau des coefficients de tout début. C'est-à-dire, j'ai une extension finie L que je fixe une fois pour toutes, et je prends les coefficients de mes séries dans cette extension finie. Donc, effectivement, ça, c'est des fonctions analytiques à coefficients dans L. Vraiment, dans toute la suite, je fixe une fois pour toutes un corps de coefficients et je travaille là-dessus. Je préfère ne pas utiliser un corps aussi gros que CP parce que ce n'est pas sphériquement complet. Donc. Bon, alors. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur
sur cet objet-là. Alors, mis à part le fait qu'il vient avec des actions de phi et gamma, donc j'avais déjà dit que l'action de gamma se dérive, ce qui est absolument fondamental. Je ne mets plus de nom parce que là, je vais encore... Ouais, bon. Hop, se dérive, d'où une connexion nabla sur Drx, qui est absolument fondamentale. Ce n'est pas tout à fait cette connexion-là qu'on va utiliser. Vous allez voir bientôt, on va utiliser justement ce que Berger avait introduit dans sa thèse. Mais pour certains énoncés, celle-là est très importante aussi. Et maintenant, donc ça c'est une chose qu'il faut savoir. Et une deuxième chose qui est vraiment spécifique au fait qu'on travaille avec un figamment module étal de dimension 2, c'est qu'il existe un faisceau G équivariant. G c'est toujours GL2 de QP sur P1 de QP dont les sections sur ZP sont simplement des rigues. Et je vais vous donner juste un morceau de l'action. Celui qui m'intéresse et qui, de toute façon, est le seul qu'on peut manipuler, c'est l'action de P1 sur des rigues, la matrice diagonale P001 correspond à l'opérateur phi. L'action de ZP étoile 001 correspond à l'action de gamma. Et l'action de 1 B01 correspond à la multiplication par 1 plus t puissance b. Tout ça, c'est sur des rigues. Alors, juste un mot pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec ce genre de construction. Il y a un phénomène un peu bizarre qui est le suivant. Quand vous partez de n'importe quel figamment module étal sur E, donc la version entière, disons, vous pouvez toujours construire un faisceau sur P1 de QP qui est G équivariant, donc n'importe quelle dimension. Par contre, pour avoir un faisceau G équivariant dont les sections sur ZP sont D-rig, autrement dit la version sur l'anneau de Roba, c'est essentiel que ça soit quelque chose de dimension 2 ou une déformation artinienne, disons, de quelque chose de dimension 2. Ce genre d'objet n'existe pas a priori quand vous partez d'un figamment module de rang 3, disons, irréductible. Donc ça, c'est un faisceau dont les sections sur ZP sont D-rig, et c'est là le point clé qui est le passage vers les représentations localement analytiques, et dont les sections globales qu'on va appeler D-rig croix P1 vivent dans une suite exacte de D de G module. Donc, D de G, je vous rappelle, c'est l'algèbre de distribution sur G. C'est-à-dire dual de l'espace des fonctions localement analytiques sur G. Donc, on aura 0, pian dual, justement cet espace de section globale, et en quotient pian. Alors, c'est parce que j'ai choisi caractère central trivial partout que c'est vraiment autodual comme ça, d'accord? Mais bon, ça ne change rien. Et c'est fondamental que les sections globales soient un D de G module et pas simplement un G module. Autrement dit, que l'action du groupe G est localement analytique sur ce truc-là. Ce truc-là est un espace assez compliqué, en fait. C'est un espace... essentiellement, en tant qu'espace vectoriel topologique, c'est simplement D-rig, donc c'est une limite inductive de Fréchet, avec une action continue de G. Mais l'essentiel, qui n'est pas du tout trivial, c'est que l'action de G est suffisamment sympathique là-dessus, et donc ça s'étend à l'algèbre de distribution. Voilà, donc ça c'est les préliminaires sur les
sur le lien entre Figama module et Langlands p-adic dont on aura besoin. Alors, juste une remarque quand même supplémentaire, c'est qu'il y a un plongement de DRY dans DRY croix P1 qui est l'extension par 0. Donc dans la suite, je vais vraiment voir les sections sur ZP à l'intérieur des sections globales via ce plongement. Et en fait, via ce plongement, DRY croix P1, c'est simplement DRY plus W DRY, où W est ce fameux opérateur 0, 1, 1, 0, qui crée beaucoup d'ennuis dans la théorie. D'accord? Donc, si vous comprenez l'action, disons, d'un groupe suffisamment petit sur DRY, c'est bon, via cette décomposition, vous la comprenez sur DRY. Pardon, sur DRY croix P1. Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'action de l'algèbre de Lie, justement, sur DRY croix P1. À vrai dire, ce qui nous intéresse, c'est l'action de GL2 sur cet objet-là et sur celui-là, bien sûr, les termes extrêmes. Mais il se trouve que c'est nettement plus sympathique d'avoir une description au milieu, parce que déjà, sinon, on peut pas calculer l'action sur Pi1 dual directement. Il faut avoir des formules au niveau de DRY croix P1, et vous allez voir dans la suite que c'est en fait essentiel de connaître l'action au milieu. Donc, ça, c'est donné par le théorème suivant. Quelque chose que j'avais fait dans ma thèse. Donc, le premier point, c'est que le Casimir, je rappelle ce que c'est donc 1/2 de petit h carré, et je vais rappeler tous ces objets dans un instant, plus U plus fois U moins, plus U moins fois U plus, agi par 0, ce qui doit être une drôle de façon de dire qu'il est nul, sur DRY croix P1. Donc ça, c'est une chose. En particulier, il agit par 0 partout, sur tous les autres. Deuxième point, pour tout Z, c'est là le point clé. Pour tout Z dans DRY, vous pouvez calculer U moins de Z. C'est moins nabla fois nabla moins 1 Z sur petit t, où petit t, c'est le log de 1 plus grand T, qui est un élément de l'anneau de Roba. Et ici, donc H, c'est la matrice 1, 0, 0, moins 1, vue dans GL2. U+, c'est l'action infinitésimale de l'unipotence supérieure. Et U-, c'est ce que vous doutez, l'action infinitésimale de l'unipotent inférieur. D'accord, donc j'espère que tous les objets sont bien définis jusqu'à maintenant. Ouais, ça va. Et donc en fait, il y a un moyen très sympathique d'écrire cette formule. Ça s'écrit aussi moins t partiel carré de z, ou partiel, c'est 1 sur petit t nabla. Là, pour le coup, ce n'est plus une connexion sur DRY, parce que ça ne préserve pas DRY, donc ça, c'est une connexion sur DRY de 1 sur t. Donc ça, c'est une formule qui vous permet de décrire complètement l'action de l'algèbre de Lie sur ces espaces en termes de cette connexion nabla. Alors en fait, une petite remarque. Ce petit h, il s'écrit aussi comme A+, plus A-. Et A+, c'est l'action 1, 0, 0, 0. Donc vraiment le ZP étoile 0, 0, 0. 1, pardon. Et A-, c'est 0, 0, 0, 1. D'accord? Pour l'instant, je n'ai rien fait. Donc ça, c'est H. Pardon. C'est A plus moins. Merci. C'est A plus moins 1 moins. D'accord? Mais vous pouvez profiter du fait que le caractère central est trivial pour en déduire que A plus A moins est nul
Ce qui fait qu'au final, H, c'est 2A+. Bon, tout ça pour dire que le Casimir s'écrit d'une autre manière, qui va être très utile pour la suite. C'est simplement cet opérateur-là. C'est juste une manipulation formelle. Ce qui fait qu'on arrive à la formule qui va nous occuper un certain moment. On a cette égalité d'opérateurs sur DRI croix P1. Et en particulier aussi sur P1 et P1 dual. Pour l'instant, tout ce que je suis en train de dire, c'est que je profite du fait que le Casimir, enfin que mes représentations ont un caractère infinitésimal. D'accord ? Mais à noter que c'est nullement évident a priori qu'il y a un caractère infinitésimal. D'ailleurs, j'avais insisté dans le premier cours, je ne vois pas un autre moyen de démontrer l'existence d'un caractère infinitésimal, ou autrement dit, ce genre d'égalité, directement sur P1, sans passer par les Figama modules. Alors, une petite remarque, une conséquence simple mais importante de cette égalité, c'est, si on regarde la partie où l'opérateur U+ est nul. Donc, on regarde la P1, U+ égale 0. Alors, vous voyez bien que si U+ est nul, ça veut dire que ce truc-là est nul. Autrement dit, que vous avez une projection. D'accord ? Et donc ça se décompose en deux morceaux. Vous avez la partie sur laquelle A+ est nul et la partie sur laquelle A+ agit par moins l'identité. Alors ça, c'est le méchant. Et ça, c'est le sympa, à cause du théorème suivant, qui est une version de quelque chose que j'avais démontré dans la thèse. Il faut rajouter un epsilon. Je l'ai perdu. Bon. Ça dit que P1, U+ égale A+ égale 0, c'est pareil que Pi lisse. Ce qui est quelque chose d'assez assez fort. Donc vous dites que tout vecteur qui ressemble à un vecteur lisse est en fait un vecteur lisse. Bon, dit comme ça, ce n'est pas très surprenant, mais là, ça vous dit juste que c'est lisse en direction du Borel. Donc vous prétendez que si un vecteur est tué par les opérateurs différentiels supérieurs, il est automatiquement tué par U-. Alors, je ne donne pas la démonstration de ce théorème pour l'instant, j'espère que j'aurai un peu de temps pour la fin, mais la preuve est vraiment compliquée. Et d'ailleurs, c'est à cause du fait que cette preuve est compliquée que l'analyse de celui-là est encore plus méchante, en quelque sorte. C'est pour ça que je dis que celui-là est le méchant. Je pense que c'est l'étude de cet espace, tout simplement. Ça, c'est un espace qui a un intérêt propre, parce que c'est quand même la cohomologie ou l'homologie de l'algèbre de Lie unipotente. C'est des choses que les gens étudient pour d'autres groupes aussi. Ce genre d'espace, il est assez compliqué. En fait, on va voir tout à la fin du cours que cet espace, c'est essentiellement deux copies de notre supercuspidale. D'accord ? Bon, une copie, je vous la donne, et il y a l'autre copie qui, en tant que représentation du mirabolique, c'est vraiment une supercuspidale, la restriction d'une supercuspidale au mirabolique, mais ça, c'est pas très surprenant parce que toutes les supercuspidales ont la même restriction au mirabolique par la théorie du modèle de Kirillov. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on peut changer un peu les actions pour que celui-là devienne une copie d'une supercuspidale. Mais bon. J'insiste sur ce théorème parce que vous allez voir dans un instant, il est crucial pour les constructions qu'on veut faire. C'est essentiel de contrôler la taille de cet espace pour construire cet opérateur de multiplication par Z. Kolmez a une autre méthode pour faire tout ça. Mais bon, je me suis dit que autant faire les choses comme ça, parce que de toute façon, on aura besoin dans la suite de versions un peu raffinées de tout ça. Donc, quelle est la conséquence de tout ça ? La conséquence, c'est qu'on peut vraiment comprendre l'action de U+ sur P1 et P1 dual, disons, du point de vue topologique.
vous voyez bien le problème, c'est qu'on a des espaces très gros, c'est des espaces localement convexes. Celui-là, c'est un Fréchet, ça, c'est un espace de type compact. Ils sont munis de cet opérateur U+, et vous vous intéressez soit au noyau de U+, mais vous pouvez aussi vous intéresser au conoyau, ce qui est d'ailleurs essentiel pour la suite. Mais le problème, c'est que si vous voulez étudier le conoyau, il faut prendre l'adhérence de l'image de U+. Et ça, c'est difficile à contrôler. Mais en fait, on va voir dans la suite que l'image de U+ est fermée et donc que tout se passe bien. Je ne sais pas du tout à quel point ce genre de propriété est quelque chose de général, si, étant donné une représentation, je sais pas, localement analytique admissible, est-ce que l'image des opérateurs différentiels est fermée ou des choses comme ça. Alors, en toute généralité, c'est clairement faux. Ça ne peut pas être vrai, en toute généralité, mais je ne sais pas comment isoler les bonnes représentations pour lesquelles les images sont fermées. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'imiter à peu près toutes les propriétés géométriques connues sur le complexe de De Rham, parce que quand même sur le complexe de De Rham de sigma n, vous savez que toutes les différentielles sont d'images fermées et qu'elles sont strictes. Et on veut démontrer exactement les mêmes choses sur nos représentations qui viennent de la théorie des filaments modules. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'avec sigma n, vous savez que c'est un espace de Stein, vous le plongez dans un espace affine, et là tout se passe bien parce que le complexe de De Rham est acyclique et ça devient trivial en fait que les flèches sont continues, d'images fermées, strictes et tout ça. Le problème, c'est que évidemment, vous ne pouvez pas faire ce genre de manip avec les représentations, disons, abstraites qui viennent juste du Lagrange p-adique. Donc, théorème, U+ de pi1 dual dans lui-même est un homéomorphisme sur son image qui est fermée. Bon, ça c'est juste une façon savante de dire que l'image de U+ est fermée parce que tout le reste est une conséquence de ça et du théorème de l'image ouverte. Donc primo et secondo, la même chose avec pi0 à la place de pi1. Bien sûr, ça c'est une conséquence facile du point A. Alors, donc démonstration de ça. Là, il faut se fatiguer un peu. Donc, l'injectivité. Alors, pour l'injectivité, puisque pi1 dual vit à l'intérieur de ce DRI croix P1, il suffit de voir que U+ est injectif sur DRI croix P1. Ce qui équivaut à dire qu'il est que U+ et U- sont injectifs sur DRI. Alors, U+, c'est juste la multiplication par petit t, donc c'est trivialement injectif. U-, on a vu que c'était moins nabla, nabla-1 sur petit t. Donc, il suffit de démontrer que nabla et nabla-1 sont injectifs sur DRI. Alors attention, tous ces genres de choses se cassent la figure, mais de manière royale en niveau 0. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'à peu près tous les énoncés qu'on a en niveau 0 ne sont pas du tout totalement semblables à ce qui se passe en niveau strictement plus grand que 0. En fait, en niveau 0, U+, il n'est pas injectif. Parce que justement, nabla, il n'est pas injectif sur DRI. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont injectifs? Alors là, je vous laisse un exercice. La chose suivante, vous prenez l'anneau de Roba, vous prenez son corps de fraction, et vous prenez la partie tuée par nabla. Et je dis que ça, c'est juste les constantes. Mais ça, via une astuce usuelle, vous dit que la flèche naturelle de drig nabla égale x tenseur l'anneau de Roba vers drig est injective pour tout x.
On prend la relation minimale, on applique nabla, on fait la différence et tout ça. Ce qui vous dit que les espaces propres de nabla sur dRig sont de dimension finie sur L. Ce qui est très bien parce qu'en plus ils sont stables par phi. Donc si cet objet-là était non nul, ça voudrait dire qu'après une extension finie du corps des coefficients, phi aurait des vecteurs propres sur dRig. Mais ça, ce n'est pas possible parce que V n'est pas trianguline. Donc, ça vous dit que tous ces espaces sont nuls et ça vous donne l'injectivité. Alors, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour la partie homéomorphisme, comme j'ai dit, puisqu'on travaille avec des espaces de Fréchet, il suffit de montrer que l'image est fermée. Alors là, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. On utilise Berger, qui dit qu'il existe une équation différentielle péadique attachée à V, parce qu'on est dans le cas de RAM. Donc, il existe un unique sous phi gamma module n rig à l'intérieur de dRig de 1 sur T, qui est stable justement par cet opérateur partiel, qui était 1 sur T nabla. D'accord? Et il est vraiment assez rigide au sens où dRig est contenu dans nrig, qui est contenu dans 1 sur T dRig. Donc ça, c'est un point. Et un second point, qui est une remarque essentielle de Kolmez, c'est que partiel est en fait bijectif sur nrig. Et ça aussi, c'est essentiel ici que V ne soit pas trianguline. Ça aussi se casse la figure en niveau 0. Donc, partiel est bijectif sur nrig. Alors, il y a... En fait, ça, c'est vraiment pas trivial. J'ai oublié un peu l'argument. Il faut quand même théorème de monotomie. Enfin, vous avez deux méthodes. Soit vous décrivez nrig à partir du DPST en utilisant la méthode de Berger, mais ça, c'est pas une trivialité. Donc, de toute façon, ça utilise la description de nrig à partir du DPST de V, et il faut passer par les extensions finiétales de l'anode Roba. Donc, essentiellement, on se ramène à vérifier ce genre de propriétés sur les extensions qui viennent de la théorie du corps des normes pour les anodes Roba, et là, c'est facile. Vous pouvez aussi utiliser quelque chose qu'on appelle dualité de Matsuda, qui vous dit qu'en fait, le conoyau de ce partiel sur nrig est en dualité avec le noyau de partiel sur nrig. Là, je profite du fait que mes représentations sont autoduales. Ça marche pour n'importe quel phi module sur l'anode Roba muni d'une connexion qui est quasi unipotente. Mais c'est le cas ici parce que, justement, on est dans le cas de RAM. Donc, en quelque sorte, de toute façon, quelque part, il y a le théorème de monotomie péadique, je pense, qui est caché derrière cet énoncé, qui a l'air tout simple, mais qui demande quand même des ingrédients. Donc maintenant, une fois que vous savez que ce partiel est bijectif sur nrig, de nouveau nrig, c'est un phi gamma module libre sur l'anode Roba, donc c'est encore un espace, une limite inductive de Fréchet. Donc dès que vous avez un opérateur continu bijectif, linéaire, c'est automatiquement un homéomorphisme. Ça, c'est parfait parce que ça vous dit que partiel est un homéomorphisme. Donc, on peut utiliser la formule pour U- qui était, alors je ne sais plus, c'était moins T partiel 2 pour conclure. Enfin, il faut faire quelque chose quand même, mais je n'ai pas envie d'entrer dans les détails pénibles topologiques. Essentiellement, le point, c'est que quand vous êtes avec des représentations
qui ne sont pas triangulines, vous pouvez inverser ce partiel, et ça vous donne un contrôle sur vos coefficients. D'ailleurs, vous allez voir que dans la suite, ça sera essentiel que ce partiel est inversible. Alors, juste pour donner une idée, ce partiel-là, c'est la variable z, c'est la multiplication par z, en fait. C'est ce qu'on essaie de créer. Je vous ai dit au début, on essaie de mettre une structure de O de oméga module sur nos représentations. En fait, la multiplication par z, ça va être pile cet opérateur z. Donc, si vous croyez qu'il y a une structure de O de oméga module, la bijectivité est claire. Ça revient à faire l'action de 1 sur z. Ok, donc une fois qu'on a ça, c'est bien, ça veut dire qu'on peut aussi comprendre un peu le conoyau de U+ sur pi an. Là, j'ai vraiment le droit d'écrire ça. Ça, c'est isomorphe à pi an, U+ égale 0, dual. Ça, c'est vraiment une trivialité. Une fois que vous savez que l'image est fermée, il n'y a pas de problème. Mais ça dit essentiellement que maintenant, il faut comprendre ce truc-là si vous essayez de comprendre le conoyau de U+. Vous voyez bien, enfin j'espère, ce qu'on essaye de faire, c'est imiter la construction, enfin imiter le fait que la conjugée de De Rham, c'est le quotient de oméga 1 par les dérivés des fonctions. Autrement dit, vous avez un espace et vous regardez le quotient par l'image de l'opérateur U+. Et vous essayez de comprendre de comprendre cet espace-là. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre cet objet-là. Et cet objet-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relier plus tard, via le modèle de Kirillov, à des choses un peu plus concrètes. Justement, un autre supercuspidal qui nous intéresse. Alors, ça, j'ai pas envie. Voilà. Alors, donc là, on est prêt pour donc, théorème. Il existe un unique opérateur continu partiel de pi crochet 0 dual dans pi crochet 0 dual. Donc ça, c'est l'orthogonale des vecteurs algébriques, en fait, tel que A plus moins 1 soit U plus rond partiel. Bon, ça a l'air très innocent et tout. Mais en fait, il faut utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est quelque chose de... Oui, donc là, il faut que j'insiste un peu. Cet opérateur partiel, vous ne l'avez que sur ce pi crochet 0. Vous ne l'avez pas sur pi an. C'est quelque chose qui se voit uniquement une fois que vous avez pris votre espace et que vous avez quotienté par les vecteurs lisses. Alors, vous pouvez penser, je peux faire le même jeu, et d'ailleurs, ce serait très rigolo de le faire, parce que finalement, qu'est-ce que c'est pi de V an? Vous l'avez découpé dans l'espace des fonctions sur X de la fois dernière. C'est-à-dire, vous aviez un espace symétrique qui venait d'une algèbre de quaternion définie, et vous avez pris les fonctions continues sur cet espace, ici plutôt localement analytique, et vous avez coupé par un certain idéal de l'algèbre de Hecke. Donc, vous pouvez remplacer simplement ce pi crochet 0 par cet espace Hecke propre dans la cohomologie complétée. Et vous pouvez vous demander si le même énoncé est valable, maintenant en mettant GL de 2F à la place. Si cet énoncé est valable, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi il ne serait pas valable, si cet énoncé est valable, ça vous donne aussi la coadmissibilité en fait, de tous les revêtements pour GL de 2F aussi. Parce que vous allez voir dans la suite qu'en fait, on triche un peu, on peut avoir à peu près n'importe quoi à gauche qui a un opérateur comme ça. C'est tout. Donc, dans la suite, vous pouvez prendre n'importe quoi pour lequel vous savez comparer l'action infinitésimale de ZP étoile 001 et celle de l'unipotent supérieur. Si vous avez un opérateur comme ça, c'est fini, vous avez plein de choses rigolotes. Mais pas l'isomorphisme quand même. Mais ça vous dira quand même que tous les oméga 1 de sigma n rho sont coadmissibles et même nettement plus d'ailleurs. Mais ça a l'air très subtil à faire parce que bon, c'est trivial sur les fonctions continues ou localement analytiques sur les espaces symétriques en question, mais le problème c'est qu'il faut se placer sur le dual de l'espace propre. Donc c'est sur un quotient des distributions sur l'espace symétrique. Et là, pour le coup, c'est nettement moins clair
que ça peut marcher. Et d'autant plus qu'il faut quotienter par les vecteurs lisses. Donc, bon. OK, alors donc avant de prendre une pause, je vais quand même donner l'argument. Alors c'est très formel une fois qu'on a tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer que si L est dans pi crochet 0 dual, on veut montrer que A plus L moins L est dans l'image de U+. Autrement dit, d'après ce qu'on vient de voir, que A plus L moins L est nul sur pi crochet 0, U plus égale 0. Alors ça, c'est quelque chose d'assez amusant. Pi crochet 0, il n'a pas de vecteur lisse, mais il a plein de vecteurs tués par U+. C'est quelque chose, mais bon. Donc, autrement dit, vous voulez démontrer que pour tout V dans pi crochet 0, U plus égale 0, L de moins A plus V moins V est égal à 0. Bien sûr, le passage de plus à moins ici, ça vient du fait que quand on dérive l'action contre-gradient, il y a un moins qui traîne. OK. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend V chapeau dans pi an, un relèvement de V. Je vous rappelle que pi crochet 0, c'est un quotient de pi an, donc j'ai le droit de faire ça. Alors, le fait que U plus V est nul vous dit que U plus V chapeau est lisse. Ça, c'est super, parce que ça veut dire qu'il est tué par tous les opérateurs différentiels, et en particulier que vous pouvez faire, par exemple, moins U plus V chapeau, ça c'est 0. Mais de l'autre côté, via le fait que le Casimir est nul, ça c'est pareil que A plus 1 V chapeau. Et donc, ça vous dit que A plus 1 V chapeau est tué par A+. Pareil, il est tué par U+. Par contre, vous ne pouvez pas du tout démontrer qu'il est tué par U- juste avec des manipulations formelles comme ça. Mais vous pouvez appliquer le théorème précédent. Ça veut dire qu'il est lisse. Parce que c'est un vecteur analytique qui est tué à la fois par A+, et par U+, donc il est lisse. Mais s'il est lisse, ça veut dire que quand j'évalue L en ce vecteur, j'obtiens 0. Parce que par définition, L était une forme linéaire sur pi crochet 0, c'est-à-dire une forme linéaire sur pi an qui est nulle sur les vecteurs lisses. Voilà, donc ça finit la preuve, parce que c'est exactement ce qui vous manquait. Alors, donc on va prendre une petite pause, et dans la suite, je vais expliquer comment, de manière purement formelle, à partir de cet énoncé d'existence, vous avez tout un tas de propriétés qui sont satisfaites par cet opérateur partiel, en particulier qui se transforme selon l'action du groupe quand vous pensez. Là, dans la suite, c'est très simple, vous faites purement de la numérologie, parce que vous copiez toutes les formules qui sont vraies sur les fonctions en bas, sur oméga, vous regardez toutes les formules, et toutes les formules que vous avez vont être vraies aussi pour cet opérateur partiel, par des manipulations purement formelles, en fait. Voilà, donc bon, 5 minutes de pause.